Je suis satisfait. Merci. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui review de l'épisode 14 de Mushoku Tensei. Un épisode qui, comme je viens de le dire, m'a satisfait. C'est ce que j'attendais de retrouver dans Mushoku Tensei. Donc, pour commencer, je vais faire un bref résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode. L'épisode commence par nous montrer un Rudeus emprisonné suite au précédent épisode, où il a été capturé par des bestiales, ou des bestians d'ailleurs, je sais pas comment on dit. À la suite de cet épisode, il va être rejoint par Guise, un nouveau personnage, qui, je pense, aura pas mal d'informations à nous donner, mais je reviendrai dessus plus tard. Après quoi, la forêt bestian ou bestiale dans laquelle se situe Rudeus va être attaquée, puis il va les sauver, et la conclusion de cet épisode était probablement l'un des trucs les plus intéressants, qui était la mort de... C'est toujours bien de laisser les seiyuu exprimer les prénoms. Ils ont un talent pour ça. Bref, et ce moment était particulièrement intéressant, mais je reviendrai dessus plus tard. Et du coup, ce qui était cool dans cet épisode, c'est que tout était cool en fait dans cet épisode. Le début était intéressant, dans le sens où on a un petit moment humoristique où Rudeus nous présente sa prison de façon assez sympathique. Et j'ai apprécié le fait de voir Rudeus emprisonné, parce que putain, depuis le début de la série, ce mec fait de la merde. Et pour le coup, à un moment où il fait un truc à peu près correct, c'est-à-dire sauver un chien alors qu'il aurait pu le laisser crever là, eh ben il se fait emprisonner pour ça. Et franchement, j'ai kiffé le retour de bâton de Rudeus qui se fait putain d'enfin emprisonner. J'ai kiffé le fait de voir Rudeus emprisonné. J'aurais aimé malgré tout que ça fasse un peu plus écho au fait que Rudeus dans sa précédente vie était un peu prisonnier de sa maison, même si c'était plus confortable, dans le sens où il avait un accès à internet et il pouvait faire des trucs assez sombres, mais ouais, genre il avait accès à des jeux vidéo, il avait accès à plein de distractions, diverses et variées, mais malgré tout c'était quand même une prison parce que socialement il était plus capable de sortir. Et le voir dans cet épisode chercher à se libérer d'une prison, c'était malgré tout assez agréable. Autre point sympa de cet épisode, c'est tout simplement le nouvel opening qui est arrivé. Et franchement, j'aime bien le fait que dans chaque changement d'ambiance, un peu que arpente la série, un nouvel opening vient l'accompagner. Le premier opening, c'était le côté un peu campagne et village, de là où est né Rudeus dans l'Isekai, et du château Boréas dans lequel il a rencontré Eris, etc. Le second opening, lui, se focalisait sur le côté un peu plus désertique. C'était l'arrivée sur le continent des démons, et toutes les aventures en fait sur le continent des démons, on a eu cet opening là pour nous accompagner. Et le troisième opening, lui, il arrive dans une ambiance un peu plus tropicale, dans la forêt. Je pense qu'il va nous accompagner dans d'autres décors, parce que je suppose qu'on va sortir de la forêt, je suppose qu'on va sortir de la forêt des bestians très rapidement, dans le prochain épisode ou un petit peu après, mais je pense que ce sera même dans le prochain épisode. Et ouais, cet opening là était toujours aussi sympathique, il nous permet de voir comment est l'univers de Mushoku Tensei, et il était vachement joli, je trouve. Voilà. Point suivant, le personnage de Geese. Le personnage de Geese est selon moi un personnage bien plus intéressant qu'il peut n'y paraître dans cet épisode, dans le sens où ce dialogue... me fait penser que Geese aurait potentiellement rencontré Paul ou Roxy. Davantage Paul, je pense, de par le fait que Geese explique que s'il a été emprisonné, c'est parce que il a joué au jeu, c'est parce qu'il a été pris à tricher au jeu, et j'imagine que c'est plus un comportement qui l'amènerait à rencontrer Paul. Enfin, et du coup, au vu de cette action et du tempérament du personnage, je le vois bien rencontrer Paul dans une aventure quelconque. Et du coup, je me dis que les deux auraient potentiellement pu se rencontrer dans un bar, parce que déjà dans l'ending, on voit Paul dans un bar. Et du coup, je me dis que le fait d'avoir perdu sa famille, de se retrouver seul à errer un peu comme ça dans le monde, ça a pu l'amener à aller dans des endroits un peu bressons, et potentiellement rencontrer des personnages comme Guise, qui est un peu un cassos, faut se le dire. Et du coup, je pense que c'est pour ça que le personnage connaît le nom de Rudeus, parce que Paul a dû lui donner. Et un autre élément qui me fait penser ça, c'est les putains de papillons dans cet épisode. Les papillons, ils sont là pour représenter un petit peu l'effet papillon. À la fin de l'épisode, ils sont là pour représenter quelque chose que j'expliquerai plus tard. Mais du coup ici, je pense que les papillons, ils sont là pour représenter un petit peu le fait que la rencontre entre Geese et Rudeus va avoir un impact plus tard. Au-delà du côté comique qu'il y a pu avoir dans leur rencontre, qui montre d'ailleurs que Rudeus n'est pas un enfant mentalement, en vrai,
Même si des fois, même si des fois par le passé il a pu avoir des comportements enfantins, c'est bien un adulte hein, de 34 ans dans le corps d'un enfant. On le voit à des scènes comme ça. Voilà. Mais du coup, au-delà de ce côté comique, je pense que la rencontre entre les deux va guider une partie de la suite de l'histoire qui va soit nous faire avoir un focus sur Paul en mode on va voir ce qui lui arrive, soit va diriger les personnages vers Paul dans le sens où Guise pourrait conduire Rudeus, Eris et Rui à Paul, tout simplement. J'aimerais qu'on ait les deux, soit qu'on ait un focus sur Paul et que à la fin de ce focus, il retrouve Rudeus parce que Guise les aura conduits à lui, ou alors qu'on ait les personnages qui retrouvent Paul et qu'après on a un focus sur ce qui lui est arrivé par le passé. Je pense qu'on aura potentiellement la première option. Ça sera peut-être pas la direction que prendra la série, mais je trouve que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Enfin, je trouve que ça pourrait être quelque chose de sympa. Après, à voir si Guy connaît Paul, parce que tout ça se base de cette théorie. Ensuite, le point essentiel de cet épisode, c'est l'attaque du village par les mercenaires. Mercenaires qui du coup étaient guidés par... Toujours mieux de laisser les personnages parler eux-mêmes. Et du coup, de par ce que Gallus dit, j'ai l'impression en fait qu'il est quelque part corrélé aux mercenaires qui étaient venus attaquer Rudeus et Eris dans la première saison. Et que potentiellement il pourrait y avoir un lien, je sais pas. Même si en vrai il pourrait y avoir une distinction dans le sens où... Et du coup, ça aurait été un peu bizarre que des mercenaires qui lui fournissent, entre guillemets, des bestiens, s'en prennent à sa fille en même temps, s'en prennent à sa petite fille. Ce serait un peu chelou, mais je sais pas. Et du coup, par rapport à ça, ouais, j'avoue que j'aimerais bien savoir un peu plus d'où viennent les mercenaires qu'on voit dans ces épisodes, pour qui ils bossent. Est-ce qu'il y a une organisation derrière ces enlèvements d'enfants ? Parce que c'est pour le coup la deuxième fois qu'on voit ce type d'enlèvement dans la série. Je me dis que le thème des enfants est beaucoup trop présent dans la série pour que ça ne continue pas. Eris est une enfant, Rui, son délire c'est de protéger les enfants à tout prix. Rudeus est un adulte dans le corps d'un enfant. Les enfants, ça sera forcément un thème majeur dans les prochains épisodes. En tout cas, tant que Rudeus et Eris ne seront pas adultes. Du coup, j'attends de voir vers quoi on va se diriger vers les enfants pour la suite. Ensuite, en ce qui concerne du coup le combat entre Gallus et Rudeus, ce combat était intéressant parce que du coup, comme on me l'a fait remonter et comme je me l'imaginais, l'œil clairvoyant a été un peu mis en avant dans cet épisode, dans le sens où Rudeus s'en sert pour tenter de prévoir les attaques que Gallus va faire. Ça l'aide, d'une certaine façon, à voir comment le personnage va attaquer, mais ça l'aide que partiellement, parce que même s'il voit les attaques qui vont venir, il peut pas s'en protéger. Ça a un effet, parce qu'il voit les attaques venir, mais du coup ça n'a pas beaucoup d'utilité, parce qu'il peut pas s'en protéger. Mais pour le coup, je pense qu'à l'avenir, c'est un pouvoir qui va entraîner, et qui va devenir plus efficace, et qui va lui être d'une plus grande utilité. Et dans ce combat, en fait, c'était assez utile pour faire un peu du teamwork. Mais ce qui était le plus intéressant dans ce combat, c'était le rapport que Rudeus avait avec le combat en lui-même, dans le sens où Rudeus, comme il le dit ici, ce dialogue et les actions qu'il va mener par la suite, c'est la preuve que pour le coup, Rudeus est altruiste mais lâche. Dans le sens où, foncièrement, il veut aider les autres. Malgré tout, tant qu'il n'a pas une impulsion pour le faire, il le fera pas. Il restera sur le côté et attendra de voir comment les choses vont se passer. C'est un peu le comportement de la majeure partie des gens dans ce monde, en vrai. Et pour le coup, je suis assez content de voir ce comportement dans la série. Parce qu'on n'a pas un héros qui veut sauver la veuve et l'orphelin à tout prix. On a un mec réaliste, en fait. J'ai des chances de crever, j'y vais pas. Pour autant, c'est pas un comportement qu'il faut admirer, c'est pas un comportement exemplaire, c'est un comportement lâche. C'est ce que Rudeus est. Et si j'apprécie ce comportement, c'est parce que c'est pas fréquent de voir des protagonistes arborer ce genre de comportement. Et du coup, j'aime bien voir de temps en temps un peu de différence dans des fictions. Mais du coup, je trouve ça cool d'avoir comme protagoniste un lâche altruiste pervers. Le mélange est un peu étrange, mais c'est... Ouais. La suite.
Du coup, de ce combat, selon moi, découle quand même un défaut qui, en réalité, n'est pas un défaut inhérent à l'épisode, mais à l'épisode précédent. Dans le sens, en fait, où l'introduction de Gallus, qui a été faite, du coup, à la fin de l'épisode 12, est pour moi trop faible. En fait, on ne sait pas qui est le personnage. On n'a aucune attache envers le personnage. On sait juste qu'il a vaguement donné une mission à Rudeus. Et en fait, quand on le voit, du coup, à la fin attaquer Rudeus, on se dit, ok, très bien. D'accord. Mais je pense que si du coup il y avait eu un peu plus de développement autour du personnage, une mise en contexte un peu plus existante, en fait, dans le sens où dans le précédent épisode, bah le contexte on s'est un peu chié dessus, hein. Bah du coup je trouve que ça crée un défaut dans celui-là, parce que il n'y a pas d'implication en fait. Ça aurait pu être un méchant un minimum intéressant, mais là ça devient un méchant complètement random. Parce que son apparition sonne oh oui, c'était lui. Mais en fait quand on le voit on se dit ah oui, oui, ce mec je l'ai vu dans l'épisode 12 et un peu dans le 13. Oui, je me souviens de lui. C'est pas genre ah, c'est Gallus le méchant. Non, parce que je pense que les 3 quarts des gens qui ont vu l'épisode se souvenaient même pas de son nom. Du coup, ouais, ça manquait d'impact, ça manquait de développement de personnage, du coup. Et j'aimerais qu'à l'avenir, pour les antagonistes qui soient mis en avant, bah, on n'ait pas ce genre d'erreur, en fait. C'est triste. C'est vraiment dommage. Voilà, ça aurait pu être encore mieux. Et du coup, autre point de cette fin d'épisode, c'est du coup le moment où Rudeus et les autres se retrouvent dans la tente des bestiales. J'ai particulièrement apprécié le moment où on voit Rudeus qui se reçoit en fait ça. Le fait de voir la mine enjouée de Rudeus, ça montre à quel point c'est quelque chose qu'il n'a pas réussi à accomplir dans sa vie antérieure. Il a jamais réussi en fait à faire quoi que ce soit de sa vie qui mérite qu'on lui dise merci. On le voit au travers de pas mal de petites phrases glissées par le personnage dans la série selon moi. En fait, on voit des moments où il nous explique que c'est la première fois qu'il fait des petits trucs. Par exemple, le second épisode, c'était la première fois depuis des années qu'il sortait de chez lui. Dans le 5e épisode, c'était la première fois qu'il avait un petit boulot. Des trucs comme ça à chaque fois en fait. Et c'est agréable de voir toutes ces petites premières fois qui arrivent pour le personnage. Ouais bon, lui il aurait envie qu'il y ait une autre première fois qui s'accomplisse. J'espère qu'elle arrivera pas, ou qu'elle arrivera vraiment très tard, loin, très loin. Putain, j'ai pas envie de voir ça. Bref, et du coup oui, j'ai apprécié le fait qu'il ait le sentiment d'être congratulé pour quelque chose qu'il mérite, ce qui est le cas, malgré tout. Bah, même si en soi il a fait les actions qu'il mérite, qu'on le remercie, bah je suis un poil déçu que ça vienne maintenant. Dans le sens où il a pas commis d'action réellement de lui-même. Il était sous l'impulsion du chien qui allait attaquer, il s'est dit « Ouais vas-y, il y a un truc, ouais vas-y, le combat est lancé, je me mets dedans moi aussi. » Mais il s'est pas battu de lui-même. En tout cas, enfin, il s'est pas battu réellement de lui-même. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et tant qu'il aura pas accompli ce genre de truc-là, je pense que le personnage aura besoin d'un peu plus. Je crois aussi, même si j'ai pas très bien compris que c'est la première fois qu'il tuait quelqu'un, qu'il allait au-delà de sa peur, entre guillemets, de tuer une personne. Je sais pas si c'est réellement le cas. J'ai pas bien compris si Gallus était mort à la fin de cet épisode. S'il l'est, c'est un peu décevant, parce que du coup, la mise en scène de sa mort était peut-être pas assez explicite. Ou alors, c'est juste moi qui ai pas fait attention. Et si c'est pas le cas, tant mieux. J'aimerais bien que du coup, la première fois que Rudeus sera contraint de tuer quelqu'un, parce que si c'était pas le cas là, ça sera forcément le cas quelque part dans la série. J'aimerais bien que la première fois qu'il fait cette action-là, ça soit vraiment impactant, important, et qu'on nous explique pourquoi il en est arrivé à le faire. Et voilà, tout simplement. Ensuite, dernier point de cet épisode, mais pas des moindres, puisque selon moi c'était peut-être le meilleur passage de l'épisode en fait, la mort de Sauros.
Franchement, je m'y attendais pas. En vrai, le truc, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe et j'ai rien compris. J'ai vu ça, j'étais en mode what? Pourquoi il se fait décapiter, etc. C'est pas du tout sorti de nulle part. Dans le sens où, et du coup, c'est là que je ramène encore mes papillons dans cette histoire. L'effet papillon à la con de cet épisode qui montre à chaque fois que une action va en amener une autre. Dans le début de l'épisode, on voyait les papillons lors de la rencontre entre Guise et Rudeus. Cette fois-ci, on voit un papillon à la fin de l'épisode à côté de Rudeus ou Eris. Et on voit un papillon ensuite au moment où Saoros se fait tuer, pour montrer potentiellement un lien de causalité entre les deux événements, dans le sens où le fait que et stopper l'activité de Bestian, ça a potentiellement un lien avec la déchéance de Saoros, et ça serait éventuellement ça qui l'aurait conduit à son destin funeste. Du coup, ça aurait un sens avec le titre, coûteuse gratuité, dans le sens où le fait que Dead End ait réussi à rendre libre plein de personnages, bah ça a un prix, et ce prix c'est la mort de Saoros. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, je sais pas. C'est le sens que j'y vois, personnellement. Et voilà. Du coup, si c'est ça, j'ai vraiment apprécié le souci du détail carrément de mettre... Enfin, j'ai vraiment apprécié le fait de voir du coup ces petits papillons tout au long de l'épisode qui montraient des petits liens entre les personnages. En tout cas, pour l'instant, des liens supposés. Mais pour le coup, je pense avoir tort. Je me dis que en fait, le truc qui serait passé, c'est que c'est davantage l'absence de Rudeus et Eris qui aurait incité Saoros à faire plein de trucs pour les retrouver, et que du coup la coûteuse gratuité, ce serait le fait que, de par les nombreux moments de liberté que Rudeus et Eris ont pu vivre sur le continent des démons, tout ce qu'ils ont pu découvrir, tout l'univers qu'ils ont pu découvrir, les quêtes qu'ils ont pu mener et la façon dont ils ont pu s'enrichir, spirituellement parlant évidemment. Tout ça concrètement, ça a eu un impact, ça a eu des conséquences, et la conséquence là, ça serait potentiellement que Saoros aurait tout fait pour retrouver Eris et aurait manqué à ses obligations de dirigeant de la famille Boreas, et du coup c'est pour ça qu'il se ferait punir. L'effet papillon resterait cohérent du coup, dans le sens où la causalité, ce serait le temps que Rudeus et Eris mettent à revenir, qui a pour conséquence de voir Saoros se faire tuer parce qu'il manque à ses responsabilités pour tenter de les retrouver. Surtout Eris, je pense. Voilà. C'est toujours une théorie, potentiellement toujours bidon, mais ça m'amuse d'essayer de comprendre. C'est cool. Et j'ai vraiment apprécié aussi le traitement de la mort de Saoros, qui du coup, comme dernière pensée, pense à Eris en fait. Pense à sa petite fille qui l'aime sincèrement et il lui souhaite le meilleur. Eris, 最愛の孫娘よ。もし生きているなら、どうか幸せに。Le mec, on pouvait penser ce qu'on voulait de lui, dans le sens où, en vrai, la façon dont il était mis en scène dans la série, c'était un peu un rustre. Un peu un mec bourru, violent, qui s'amusait à baiser des bestioles dans des tours. Mais ouais, le mec avait un sens de la famille assez élevé et tout. Et du coup, je me demande en fait où sont certains personnages. Parce que la catastrophe magique, je sais pas ce qu'elle a fait du reste de la famille Boreas. Si ce n'est que Saoros, lui, visiblement, était toujours là. Où est Philippe? Où est la femme de Philippe? Où sont tous les autres en fait? Et du coup, ouais, je me demande ce qui s'est passé à Fitoria pendant tout le temps qui a eu lieu entre la catastrophe magique et maintenant. Et du coup, ce qui est mis en avant dans cette scène est vachement intéressant parce que, contrairement au précédent épisode où le manque de contexte induisait à une manque de compréhension, ici, le manque de contexte nous pousse à repenser à ce qui s'est passé plus tôt dans la série. Et le fait que ça soit Darius qui soit sur le trône, ça a un sens dans le sens où ça rend un peu plus cohérent les propos que disait Saoros durant la fête de l'anniversaire de Rudeus. Et à voir du coup quel retournement de situation il va pouvoir y avoir quand Rudeus et Eris vont revenir à Fitoria. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai vraiment hâte de voir les réactions qu'il va y avoir quant à la présence de Rui au sein de leur équipe. Parce que putain, ça va être une dinguerie. Surtout que Eris va se pointer avec un Speld. Du coup, vis-à-vis de la famille Greirat, ça peut
avoir un impact extrêmement péjoratif sur son retour et voir ce que ça peut causer en fait. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Vraiment. Du coup, ouais, c'était un épisode vachement riche. Il se passait énormément de trucs. Je suis actuellement un peu en larmes quand je vois le temps de vidéo, quand je vois le temps d'audio que je vais avoir à monter. Du coup, je vais arrêter cette review ici, hein. Et je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout commentez. Pour le coup, au vu de la durée que va sûrement être cette review, commentez. Si vous arrivez jusque là dans la vidéo, récompensez-moi, commentez. Donnez-moi votre avis, s'il vous plaît. Je réponds en plus aux commentaires, donc donnez-moi votre avis. Je l'attends. Merci. D'avance. Ah oui, et regardez Mushoku Tensei. Et salut les gens.